Bonjour, alors nous sommes là pour expliquer un peu les grandes caractéristiques de ce premier chapitre. On va essayer de commencer par l'explication de l'essentiel à connaître sur le monde grec. Puis je vais essayer de vous faire une petite vidéo aussi sur le monde romain. Voilà, un petit peu pour vous aider. Donc vous allez suivre avec moi. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà, on fait des petites vidéos et puis j'essaye de vous expliquer un peu comment ça marche. Voilà. Donc, on va s'intéresser tout d'abord. Vous suivez avec moi. Vous pouvez suivre bien sûr avec la vidéo, mais aussi rappelez-vous que vous avez votre cours sur le Padlet. Donc, une des premières choses qui va nous intéresser, c'est donc la Méditerranée antique. Tout d'abord, donc nous allons commencer par travailler sur la Grèce et principalement la ville d'Athènes. Alors donc pour commencer, on va s'attarder sur cette carte. Première chose, donc comprendre quelle va être la géographie qui va nous intéresser. Une des premières choses importantes à savoir, c'est que, comme vous le voyez sur la carte, les Grecs ont commencé un petit peu à s'étendre au-delà, on va dire, de leurs frontières naturelles, que vous voyez ici, au 8e siècle, avant Jésus-Christ évidemment. Donc sur cette carte, vous pouvez voir les principales cités grecques qui vont être fondées entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que donc, le territoire de la Grèce qui nous intéresse donc, se situe bien sûr en Grèce avec une partie de l'Asie mineure, ce qui sera la Macédoine, où va naître donc, le grand leader Alexandre le Grand que vous connaissez tous à peu près. Et donc, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que ces Grecs, qui sont de très très bons marins, qui vont d'ailleurs perfectionner leur maîtrise de la mer grâce à leur trière, et principalement la ville d'Athènes avec leur trière athénienne. Et je pense que vous avez tous un peu en tête et comme référence les films un peu de cette époque que vous avez déjà dû regarder au cinéma ou à la maison. Donc, comprendre que finalement, cet espace grec s'étend, vous voyez, un petit peu pas mal, un peu partout en Méditerranée. Les Grecs vont s'installer en Italie du Sud, en Sicile, et vont aller très loin, même jusqu'à Marseille. Donc ça, comprendre que le monde grec, pas seulement Athènes, donc va s'étendre du 8e siècle au 6e siècle avant Jésus-Christ, un peu partout. Donc, ces Grecs vont fonder ce qu'on appelle des cités-États, c'est ce que vous avez ici, des cités-États où ils vont, en gros, transposer le même régime politique et les mêmes habitudes qu'ils ont sur leur continent. Sur leur espace, sur leur habitat, on va dire. Alors, parmi ces cités-États que l'on retrouve dans les différentes colonies grecques en Méditerranée, vous avez aussi des cités-États dans la Grèce, puisque la Grèce, il faut comprendre qu'elle se divise d'une manière assez particulière, puisque chaque cité, on va dire, gouverne un territoire, c'est le cas d'Athènes, et chacune d'entre elles va se distinguer par des régimes politiques différents. Alors, parmi les deux grandes cités puissantes qui nous intéressent, nous en avons deux, qui sont, disons, celles qui dominent la zone durant pas mal de temps. Bien sûr, vous avez la ville de Sparte, qui est particulière. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler du régime spartiate, qui est la ville rivale d'Athènes. Et puis, bien sûr, la ville d'Athènes qui se distingue du monde grec, puisque c'est la seule cité-État où vous avez un régime nouveau, un régime de type démocratique. Donc, ces deux grandes villes sont rivales, et elles vont le rester longtemps d'ailleurs, et vont se faire la guerre assez souvent. Alors, au-delà de ces différences, vous voyez, de ces différences de régime politique, de ces différences de perception, je dirais, de la politique, principalement,
Il faut imaginer que malgré ces différences, malgré ces rivalités, hein, militaires, économiques, politiques, eh bien, il faut comprendre que malgré tout, ce monde grec est très uni et très uniforme, puisque la plupart des Grecs partagent la même langue déjà, hein, ce qui les aide énormément à avoir une culture homogène. Ils partagent bien sûr la littérature, l'architecture, ils font les mêmes œuvres d'art, et puis ils se réunissent malgré tout à des moments très particuliers, hein, que ce soit à Athènes ou que ce soit dans des sanctuaires ou dans des villes dédiées aux divinités. Alors, par exemple, les Grecs qui partagent la même langue, la même culture, les mêmes philosophes, hein, vous connaissez bien sûr Platon et Socrate, hein, entre autres, ce sont des philosophes grecs. Ils partagent les mêmes dieux, les mêmes déesses, les mêmes épopées, hein, notamment, vous êtes sûrement en train de lire ou vous allez lire l'Iliade, l'Odyssée. Eh bien, donc, ils partagent des mythes communs, ce qui finalement fait de la Grèce et des Grecs une culture commune. Et donc, ils se retrouvent de temps en temps dans diverses villes, hein, notamment, je pense à Olympie, hein, qui est un sanctuaire dédié à tous les dieux. Ils se réunissent quelquefois, on va dire plusieurs fois par an, et ils célèbrent, vous savez, des jeux panhelléniques, hein, ce qu'on va appeler un peu plus tard les Jeux olympiques. Ils se réunissent aussi dans d'autres sanctuaires, notamment le sanctuaire divinatoire de Delphes, hein, où vous avez une femme un peu en transe, hein, vous allez vous le retrouver dans l'Odyssée, et dans d'autres mythes anciens grecs. Et en fait, finalement, les Grecs, vous voyez, partagent une même culture et se retrouvent dans des fameux sanctuaires panhelléniques. D'ailleurs, même à Athènes, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous les 4 ans des grandes fêtes qui s'appellent les Grandes Panathénées, qui est une fête civique, une fête politique, une fête religieuse, ce sont des jeux, hein, et des activités qui se réalisent sous plusieurs jours en honneur de la déesse Poliade, c'est-à-dire la déesse de la cité, la déesse donc protectrice de la ville d'Athènes, hein. Donc pour ceux qui veulent savoir l'histoire des dieux tutélaires de chaque ville de la Grèce, eh ben, je vous renvoie à vos connaissances, ou bien vous pouvez chercher sur Internet la bataille pour être le dieu protecteur de la ville d'Athènes. Eh bien, ça se passait entre Poséidon et Athéna. Donc là, je n'ai pas trop le temps de vous raconter ça. Donc, ces fêtes donc, rassemblent une bonne partie des citoyens d'Athènes et sont invités, bien évidemment, des magistrats, des hommes politiques d'autres régions de la Grèce pour célébrer donc la déesse. Alors, enfin, donc, si on avance un petit peu, autre grande caractéristique maintenant de ce qui nous intéresse, c'est cette particularité de la ville d'Athènes qui est donc une démocratie. Une démocratie qui est très originale, particulière, hein. On ne va pas rentrer dans les détails sur l'arrivée ou l'apparition de cette démocratie, mais en tout cas, vous voyez que la Grèce a quand même une très forte diversité de régimes politiques. Hein, vous avez des monarchies, des tyrannies, d'aristocratie, d'oligarchie. Et à Athènes, donc celle qui nous intéresse, c'est la démocratie. Donc très rapidement, pour expliquer comment fonctionne cette démocratie athénienne, bien sûr vous allez le travailler avec Périclès principalement. Alors vous voyez que le fonctionnement politique d'Athènes, l'essentiel de ce gouvernement est représenté dans ce qu'on appelle l'ecclésia. L'ecclésia, un peu, c'est en gros l'assemblée du peuple. Alors, cette assemblée de citoyens donc, se réunit 10 fois par an, en tout cas au 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ, hein, c'est les périodes qui nous intéressent. Elles se réunissent dans un lieu très précis d'Athènes, dans une colline, hein, qui s'appelle la colline de l'Apnyx. Et là sont rassemblés, on va dire, les 500 000 citoyens de la ville d'Athènes, hein, et votent, on va dire, parlent des